Vous m'entendez? Non. Oui, oui, ça. Bonjour. La qualité de l'air est devenue récemment un sujet interpellant, comme ça a été dit tout à l'heure en introduction, les pouvoirs publics et les habitants, notamment au niveau des centres urbains où la population est plus exposée donc, au trafic lié aux pollutions liées au trafic routier. Mes propos vont s'intéresser à la thématique du colloque qui dit sciences participatives et sciences impliquées, et donc concernant le projet Nano Envie, qui est aussi un projet en cours de réalisation qui a commencé à Toulouse en avril 2018, donc il y a un an. Le projet Nano Envie s'intéresse, alors parce que Nano Envie, nanoparticules, environnement, donc s'intéresse à la dispersion au devenir des particules fines et ultra fines émises par le trafic routier à Toulouse, et donc qui se diffusent ensuite dans l'air, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des logements. Donc ça c'est un volet qui est important dans le projet, mais également à ce qui se passe ensuite dans l'eau après le lessivage des sols. Donc ce projet est basé sur des techniques magnétiques environnementales pour la détection des petites particules magnétiques qui sont présentes dans l'air, et les particules magnétiques donc, sont utilisées comme traceurs. Ce projet est couplé avec une étude sociologique qui vise à estimer la perception du risque lié à ces particules, à la réponse adaptée. Oui, j'ai oublié de dire que le projet donc, a commencé en juillet dernier et s'achèvera donc en décembre 2019. Donc un projet qui est foncièrement pluridisciplinaire et transdisciplinaire, puisque donc, une dizaine de chercheurs interviennent dans le projet, donc ce soit en aérologie, en géochimie, en nanomagnétisme, en sciences physiques, en sociologie et bien sûr donc, des habitants. Moi j'interviens sur le volet, alors pour le coup je suis là en tant que sociologue, donc sur le volet sociologique, puisque j'ai réalisé l'année dernière une étude sur les perceptions de la population dans le cadre de mon stage de fin d'études en Master 2 sociologie urbaine. Le projet Nano Envie, c'est un projet de sciences participatives qui va être différent en termes d'équipement, puisque des biocapteurs passifs, pour le coup très low cost, ont été réalisés à partir d'écorces de platane qui ont été prélevées en milieu naturel. Comme ces écorces de platane sont déjà polluées en milieu naturel, donc les écorces ont été calibrées en laboratoire avant d'être assemblées pour réaliser des petites guirlandes toutes simples. Alors ça peut aller entre 3 à 6 écorces en fonction du calibrage, pour ensuite pouvoir être installées donc, chez les habitants. Donc ce qui est important dans le projet, c'est l'interaction entre les chercheurs, les associations aussi, puisque là on va voir au fur et à mesure de l'avancée du projet qu'elles sont omniprésentes, et des habitants. Les capteurs, donc, avant d'être distribués aux habitants qui vont vouloir participer au projet, donc, sont assemblés. Donc il y a deux petites guirlandes de capteurs dans l'enveloppe, dans le kit. Une pour mettre à l'intérieur du logement, l'autre à l'extérieur. Alors ça peut être sur une terrasse, un jardin, côté rue, côté cour, là où l'habitant peut installer le capteur. Il y a une petite notice de protocole un petit peu scientifique simplifié, avec une paire de gants pour savoir quelles vont être les manipulations pour pouvoir installer de manière assez simple. On le voit ici, les guirlandes de capteurs, soit de manière horizontale ou verticale. Et donc la seule chose que les habitants ont à faire après avoir installé les capteurs chez eux, c'est d'oublier qu'ils sont là pendant un an. Je me suis amusée aussi, donc ce sont les capteurs que j'ai installés chez moi. Ici on peut voir donc, facilement donc, côté cour
côté rue et à l'intérieur. Dans le projet, on a également pour l'instant instrumenté 2 écoles primaires qui sont dans une zone, j'y reviendrai, qui nous intéresse particulièrement par rapport à la circulation automobile. Le projet Nano en Vie aujourd'hui se situe à la croisée de 2 phases, de 2 étapes. Donc le lancement du projet a eu lieu l'année dernière en avril auprès du grand public, même s'il y a eu donc tout le travail de protocole pour l'élaboration des capteurs, le calibrage en laboratoire, etc. Donc ça c'est la partie sciences de l'ingénieur. Au même moment donc, où l'événement de lancement, je vais y revenir après, a eu lieu, donc ça a permis également à ce moment-là de commencer à installer les premiers capteurs et de réaliser la première étude sociologique sur les perceptions liées à la pollution de l'air aux particules fines et ultra fines, ainsi que d'instrumenter donc les écoles. Les petits points roses, alors ça c'est pour voir si vous suivez à la fin de l'intervention, sont les ateliers, les manipulations qui ont eu lieu dans les écoles et dans les lieux où on a accueilli le grand public. Donc pour rencontrer les habitants, c'est pas facile. Alors de faire de la communication, c'est important. Le projet a été porté par une communication d'abord du CNRS avec un financement d'une vidéo où le projet est présenté, donc présentant des chercheurs, et ça s'appelait Qui cherche, cherche, donc relayé ensuite sur France 3, donc notre télévision régionale, des articles de presse dans la presse locale et des articles internet, ainsi que 4 interviews réalisées dans différentes radios toulousaines, plus un communiqué de presse du CNRS et le site internet du projet Nano en Vie. Pour permettre justement à ce protocole de pouvoir se vivre, alors lors de manifestations publiques et dans les écoles ou dans d'autres lieux, j'y reviendrai après, on a établi une démarche des interventions. À chaque fois qu'il y avait une rencontre avec le public ou avec des classes, donc c'était une conférence plus pour les plus grands ou une présentation du projet, ainsi que des petites manipulations, on peut le voir ici, fait avec des limailles de fer, voir qu'est-ce qui se passe avec les particules, et ainsi donc ces démonstrations, et puis ça permettait donc aux personnes de décider de participer ou pas au projet Nano en Vie, en s'inscrivant sur notre site et en récupérant le kit. Un autre point aussi qui est essentiel, c'est la rencontre avec les acteurs publics au fur et à mesure, parce qu'au moment du lancement du projet, c'était également la dernière étape donc, de validation du plan climat. Donc je vais très vite, mais ça, je ne vais pas avoir le temps, donc vous n'allez pas comprendre sinon. Donc rencontrer les habitants, donc les lieux de culture scientifique et technique, le Quai des Savoirs à Toulouse, et d'autres lieux aussi donc, qui sont sur la slide. Ça a été l'occasion donc de faire entrer petit à petit des volontaires dans le projet. Des rencontres aussi dans des lieux associatifs, donc associations militantes mais pas que, et des acteurs institutionnels. Rencontrer des habitants dans d'autres lieux. Alors les lieux de culture scientifique forcément font venir des personnes qui ont déjà une sensibilité, une connaissance. Donc pour avoir un échantillon le plus hétérogène possible, on est allé aussi rencontrer des habitants dans certains quartiers, dont le quartier d'Ampalo à Toulouse, qui est un quartier politique de la ville, et un autre quartier à Jules Julien. Donc on a rencontré les acteurs pour nous permettre de rencontrer les habitants. Le projet Nano en Vie, c'est 150 habitants, 300 capteurs réalisés, alors qu'on était à 100 au départ, 100 capteurs, 2 écoles qui ont été instrumentées, et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un engouement des Toulousains aussi à ce que les chercheurs sortent du laboratoire, aillent les rencontrer dans des lieux de culture, pas forcément vulgarisés mais accessibles. Le volet sociologique, puisque donc par contre là, 30 entretiens semi-directifs ont été réalisés, transcrits et analysés. Pour ceux qui connaissent Toulouse ou pas, je vais être simple, il est apparu lors des 30 entretiens qu'il y avait une certaine mixité
entre eux, parce qu'il y avait des hypothèses sur être propriétaire, locataire, vivre dans une maison, un appartement. Bon. Est-ce que ça crée des ancrages ou pas par une mobilité résidentielle? Donc il y a une certaine mixité par rapport à ces éléments-là. On peut voir ici donc, le quartier d'Ampalo, donc, qui est ce quartier politique de la ville. Ici, on a un axe passant qui est la rocade, donc ça c'était important pour nous. Et il y a aussi énormément de platanes, donc, pour attirer les particules fines et ultra fines. Le quartier Jules Julien, donc, qui est de l'autre côté du périphérique. Et donc les zones se sont créées naturellement avec la localisation des participants. Donc au milieu on est en centre-ville et ici on remonte un petit peu le cours de la Garonne et du canal. J'avais deux hypothèses de recherche en sociologie. La première concerne les pics de pollution qui, en rendant le risque ordinaire et extraordinaire et visible, influencent la prise de conscience des acteurs, donc des habitants. Et est-ce que lorsque cette prise de conscience est présente, donc cela les conduit progressivement en identifier un risque ordinaire qui est moins visible et à modifier leur comportement. Les 30 entretiens m'ont permis aussi d'analyser le discours, le verbatim des habitants concernant les perceptions de la pollution de l'air et ce qu'ils nomment souvent les poussières. Ce sont les mots qui sont revenus. Pour les habitants, il y aurait un axe. Donc, d'un côté, ils considèrent les poussières qui sont d'origine anthropique, les poussières d'origine naturelle. Les premières seraient malsaines, nocives et gênantes, tandis que les secondes d'origine naturelle seraient saines, peu nocives, donc moins gênantes. Il est apparu aussi, ça c'était assez intéressant, un code couleur pour nommer les poussières, donc avec des poussières jaunes, les pollens d'origine naturelle, et pouvant aller jusqu'à des poussières de couleur grise, voire de couleur noire. Et pour certains, il y aurait, alors là, est-ce que c'est un fantasme, un mélange des couleurs, on arrivera à des poussières d'origine de couleur marron, qui se provoquées par un effet cocktail. Mais elles sont en tout cas visibles pour eux. Et donc ce qui me permet de revenir un petit peu sur mes hypothèses en sociologie, et donc les poussières d'origine naturelle seraient des pollutions, donc là on est dans une sphère extraordinaire et visible, puisqu'elles sont suffisamment grosses pour qu'on puisse les identifier, et au plus on monte vers les nanoparticules, on est sur un versant où la pollution ordinaire est invisible à l'œil nu actuellement. Un autre élément qui ressort du discours, concerne le fait dans les actions individuelles que l'on peut réaliser pour se faire désensibiliser, se soigner, liées à un phénomène saisonnier, donc de pollution avec les pollens. Tandis qu'ici, concernant la pollution générée d'origine anthropique créée par l'homme, il y aurait un désir d'action plus collective et donc d'action publique. Donc on ne peut pas agir individuellement, mais on a besoin d'une initiative qui soit plus institutionnelle. D'autres éléments aussi issus des entretiens donc par rapport aux attitudes différenciées face à la pollution de l'air. Ça c'était assez intéressant dans la façon dont les personnes nomment, on peut identifier le comportement et la prise de conscience individuelle. Certains donc, normalement c'est en jaune, on le retrouvera en jaune sur la carte, perçoivent la pollution de l'air de manière habituelle, ils sont tellement habitués à vivre avec qu'ils n'entendent plus le bruit de la rocade ou ne sentent plus les odeurs, allant jusqu'à une acceptation résignée en fonction du lieu où on habite et quand on a une mobilité résidentielle qui n'est pas choisie, donc plus subie, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Envers donc l'occultation ou l'euphémisation, c'est d'une certaine façon, on va minimiser, atténuer les éléments qui sont négatifs. Je ne peux pas vivre en ville et en même temps ne pas avoir de pollution. Je vis en ville, mais j'ai des aménités environnementales agréables. J'ai un parc à côté de chez moi, il y a la Garonne, je peux me promener. Donc ça permet de faire un certain compromis. En bleu clair, donc l'acceptation positive, bon, là on est dans l'ultra-valorisation de l'environnement qui est le nôtre.
Et petit à petit, donc on va avoir des gens qui vont passer. Alors, la prise de conscience individuelle, on la retrouve traversant les 4 attitudes différenciées. Et on a un petit passage à l'acte, un changement de comportement dans les attitudes en bleu, du bleu clair au bleu foncé, qui vont aller vers une mobilisation. Alors sans qu'elle soit engagement citoyen lié à la qualité de l'air ou à la pollution, en bleu clair, je vais participer à des jardins collectifs, je vais avoir une action aussi, un engagement lié à l'environnement. Et dans la 4e attitude, l'engagement dans un réseau, donc là on va avoir besoin d'agir collectivement pour une meilleure qualité de vie. Donc j'ai spatialisé les attitudes différenciées par rapport aux 30 entretiens, donc aux personnes rencontrées sur un trimestre. Juste en faisant un focus sur le quartier qui était vraiment intéressant, donc ici le quartier d'Ampalo et le quartier Julien, on voit vraiment donc une différenciation par rapport aux attitudes et au choix, pour la faire courte, mais de peu de mobilité résidentielle pour les personnes identifiées en jaune. Et le quartier Jules Julien, on a à côté, pour ceux qui connaissent Toulouse, l'espace vert de Pêche David, donc qui est un lieu naturel, végétal, donc où c'est assez agréable. Donc ça permet, on bascule de suite dans l'euphémisation, donc je vais voir les avantages de mon environnement. Si le quartier semble une variable à creuser, ceci est un travail exploratoire dans la deuxième phase du travail. L'âge, en tout cas en l'état actuel, avec 30 personnes, ne semble pas une variable significative si en la croisant avec les 4 attitudes différenciées. On assiste aujourd'hui à l'émergence de la perception du risque nanoparticulaire. Donc, à part pour les nanoparticules, pour les habitants, c'est tout petit, on ne le voit pas, c'est invisible, on sait que ça rentre dans le corps, mais on n'a pas de prise encore dessus. Le projet Nano en Vie aujourd'hui, donc 2018, ça s'est passé, 2019. Durant le mois, ça va arriver là au mois d'avril, on va récupérer les premiers capteurs pour faire les premières analyses en laboratoire. Je devrais réaliser donc la seconde étude sociologique pour aller plus vers les représentations, voir justement qu'est-ce qui s'est passé en un an. Est-ce que ça a modifié ma pratique, mon comportement? Est-ce que je me suis documentée? Qu'est-ce qui s'est passé dans le fait de posséder un capteur? Je voulais vous parler de participation observante, mais ça va un peu loin. Mais en tout cas, ce qui s'est passé aussi durant cette année-là, il y a l'émergence d'une société civile qui est en train de s'organiser à Toulouse, et notamment un collectif anti-pollution qui s'est créé et dans lequel je suis devenue un membre actif de façon assez naturelle et légitime. Donc ça c'est un travail vraiment qui a continué dans l'observation de ce qui se crée, et également avec le CPIE Terre Toulousaine au niveau association environnementale. Concernant le projet, on prévoit à l'automne une première restitution des résultats auprès des habitants, donc avec une BD, ça c'est l'idée, atelier avec les habitants qui eux-mêmes dessinent, etc. C'est une piste. En tout cas aujourd'hui on est preneur de toutes les bonnes pratiques, les bonnes initiatives, ce qui a déjà été expérimenté par ailleurs pour la restitution auprès des habitants. Et donc on se rend compte en faisant le chemin que c'est un projet qui va de plus en plus vers de la co-construction de connaissances et de l'aide aussi peut-être à la prise de décision politique. En 4 mots, Nano en Vie, donc plus de 150 habitants participent actuellement au projet. Une quinzaine d'interventions grand public et dans les écoles, donc de petites manipulations pour faire connaître. On a dû refuser des gens, donc ça c'est plutôt bon signe. Concernant le volet social, la pollution de l'air, elle est vraiment ressentie et perçue par tout le monde. La prise de conscience, elle concerne donc toutes les attitudes. En fin de compte, on est tous exposés à la pollution de l'air. Que l'on vive dans un quartier, dans une maison pavillonnaire, en hyper-centre-ville ou à l'extérieur. Donc l'observation participante débutée atteste de l'émergence et de la structuration d'une société civile à Toulouse. Et également, donc ça nous intéressera pour la suite, donc le projet est soutenu par la métropole. Merci pour votre attention.
y a une question. Merci pour votre présentation. On avait juste une petite question sur les capteurs. Oui. On était juste curieuse de savoir comment ça fonctionnait, à quoi servent les morceaux d'écorce. Alors moi, je suis la sociologue de l'équipe, mais donc les écorces de platane, moi ce que je disais aux habitants, pour moi c'est comme des attrapeurs de rêve. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont installés, comme il y a des petites alvéoles sur les écorces de platane, les particules vont venir se poser. Alors pour le moment, on ne sait pas distinguer les particules fines et ultra fines, donc c'est ce qui sera fait après en analyse en laboratoire. Vous récupérez ces écorces à la fin de l'année pour les analyser? Exactement, alors j'étais rapide au départ, mais ce que je disais, c'est-à-dire que quand ils ont été prélevés en milieu naturel, donc le milieu naturel est déjà pollué, c'est pour ça que ça a été calibré au début. Donc en T1, et ça sera reanalysé à la fin de l'installation pour voir donc quelle a été l'accumulation de particules. D'accord, mais du coup vous allez avoir qu'une vision a posteriori de ce qui s'est passé, vous n'aurez pas une évolution d'un temps Non, alors c'est vrai qu'on ne peut pas avec les biocapteurs savoir, on n'a pas de tracé par rapport à ça. D'accord, merci. Avec plaisir. J'ai une question, je suis absolument pas sociologue, je suis chimiste. Alors vous avez dit que vous êtes devenu de manière tout à fait naturelle, je ne sais plus comment vous avez dit, membre actif d'une association anti-pollution, mais ça ne va pas contre les principes de la sociologie si jamais vous influencez ou vous devenez acteur au lieu d'être observateur, alors je comprends. Alors merci de me poser cette question parce que j'avais pas le temps d'expliquer certaines choses. Alors c'est vrai qu'après j'ai eu un postulat qui a été assez particulier dans ce travail-là, dans une liberté méthodologique aussi importante. Alors après, moi, c'est ma façon de faire de la sociologie et de me dire que l'objet, il se construit au fur et à mesure, il se déconstruit, il se reconstruit. En anecdote, quand on a lancé le projet au Quai des Savoirs, donc on a eu une affluence d'habitants assez importante. Une des deuxièmes personnes qui est venue nous voir, c'était une personne du comité de quartier de Rangueil, à côté du Julien, là, cet endroit très pollué, et qui vraiment était très inquiet pour la santé des habitants. Et donc on a commencé à échanger sur ce collectif qu'ils étaient en train de créer. J'ai été invitée petit à petit, et alors ça s'est fait assez naturellement. Donc c'est eux qui m'ont donné cette légitimité-là. Donc bon, voilà, donc à participer dans les groupes de travail. Donc ça c'est en sociologie ce qu'on appelle de l'observation participante. Alors c'est difficile d'être là au-dessus et dire je te regarde faire, je prends des notes et puis moi je fais rien. Et donc là c'est en train de se transformer en participation observante, c'est presque un travail ethnographique en fin de compte. Ça pourrait d'être avec en tout cas. Et l'autre élément j'ai oublié de dire peut-être, c'est dire que ce collectif-là, c'est important pour eux aussi qu'il y ait une caution scientifique. Donc il y a aussi d'anciens chercheurs à la retraite qui font partie du collectif, etc. Donc voilà, donc c'est très légitime. Et ils ont adopté des capteurs aussi en écorce de platane. Donc bon voilà, ce sont des gens avec qui j'ai fait des entretiens aussi. Vous avez une question ? Moi je me posais la question de savoir si le soutien que vous avez eu de la part des autorités était plus sur le volet sociologique que sur l'aspect aussi mesure et qualité de l'air, et notamment, est-ce que c'était difficile d'accéder à des écoles pour l'étude? Oui, alors, le soutien de la métropole, alors il s'est fait petit à petit, parce que déjà là aussi, il a fallu faire connaître le projet. Donc c'est bien, on a rencontré l'élue en charge du développement durable, et ensuite donc, le service de développement durable de la métropole, qui a facilité les accès, notamment on n'imagine pas, pour pouvoir aller chercher des écorces de platane, il faut avoir un élagueur avec soi, puisque mes collègues ne peuvent pas elles-mêmes, c'est pas dans le contrat CNRS apparemment, monter pour aller chercher l'écorce de platane. Donc c'est ces détails matériels qui sont essentiels, et également l'accès dans les écoles pour pouvoir les instrumenter, puisqu'il y a ces petites guirlandes-là, et puis il y a des pompes aussi qui sont actuellement installées. Donc ça, c'était la première phase, et également avec un accès un peu plus facilité pour améliorer les relations avec Atmo Occitanie. Ils étaient moins dans le partage, donc là aussi, ça vient faciliter nos relations.